Sud Radio, le 10h midi, Thierry Stenner. Et l'invité de l'œil de l'expert ce matin, Cécile Coumeau, journaliste à 60 millions de consommateurs. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes intéressé à ce qu'on appelle les déserts alimentaires. Alors on connaissait les déserts médicaux, voilà donc une autre forme d'inégalité dans nos territoires. Précisons que ce concept de désert alimentaire est défini et étudié depuis des années aux États-Unis et au Canada aussi d'ailleurs. En France, quels sont les critères et combien de personnes sont concernées ? Alors, en France, juste aux États-Unis, il y a une définition très précise. On dit que on est à plus de 1,6 km d'un commerce alimentaire tout simple dans une zone urbaine ou à plus de 16 km dans une zone rurale. Et dans cette zone, il y a plus de 20% qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un désert alimentaire. Ça, c'est la définition américaine. C'est précis, c'est cadré. En France, on n'a pas ça. Évidemment, c'est différent. On n'a pas la même géographie, pas les mêmes kilomètres, pas les mêmes éloignements. Donc, en France, ça existe. On le reconnaît. On tergiverse, on n'aime pas le terme, voilà. Donc on n'est pas tout à fait, on n'a pas un consensus sur une définition, mais on considère quand même qu'il y a 12% de la population adulte qui n'a pas accès à une nourriture saine. La différence avec les États-Unis, c'est qu'on rajoute cette notion de nourriture saine. C'est pas juste accès à un commerce alimentaire, c'est à des fruits et légumes, à des produits frais. Voilà, c'est ça. En France, on en est là. Et ça fait combien de personnes ? 12%, ça fait 3,5 millions de personnes adultes. Donc c'est à la fois la distance des magasins d'alimentation, la qualité des produits alimentaires auxquels on a accès et le pouvoir d'achat qui permet de se payer justement des aliments de qualité. Exactement. C'est tout. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Effectivement, c'est l'éloignement, le fait que les gens n'ont pas les moyens, le fait qu'il y ait pas de commerce sain, de produits sains. Enfin, c'est tout ça qui joue, quoi, finalement. On parlera après des zones rurales, mais d'abord intéressons-nous aux banlieues où c'est un peu la double peine. On manque de magasins d'alimentation dignes de ce nom avec des produits de qualité et en même temps, on est envahi par la malbouffe avec pour conséquence ce que l'OMS appelait récemment l'épidémie d'obésité. Tout à fait. Alors ça, c'est très, ce qu'on appelle, les Canadiens appellent ça le bourbier alimentaire. Ouais. Donc effectivement, on est exposé. Finalement, il y en a des commerces, mais ils sont submergés par un kebab, un fast-food, des machins. Et donc finalement, on se tourne, ces populations qui vivent dans ces quartiers-là vont se tourner plus spontanément vers ces produits-là. Et là, il y a des études qui montrent que cette surexposition à ces magasins-là, à cette alimentation-là, fait qu'il y a plus d'obésité. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. Hein. C'est pour ça qu'ils se sont bougés sur les déserts alimentaires, d'ailleurs. Hein. Le levier qui les a fait bouger, c'est l'obésité, hein, quand même. Hein. Oui, donc, alors on verra quelles solutions ont commencé à être mises en œuvre aux États-Unis. Il y a aussi, évidemment, les zones rurales où les petits commerces ont baissé le rideau, où il faut faire des kilomètres pour aller à l'hypermarché le plus proche. Sauf que, évidemment, pour les personnes âgées, par exemple, et tous ceux qui n'ont pas de voiture, ça devient compliqué. Au mieux, on va faire ses courses pour le mois. On y va moins souvent et du coup, on achète moins de produits frais et plus de plats préparés. Oui, exactement, c'est ça. C'est que dans ces zones-là, bon, mais là, c'est plus proche de la définition traditionnelle. Là, c'est vraiment l'éloignement géographique qui joue énormément. Effectivement, il y a beaucoup de commerces confirmés, mais même d'ailleurs dans des zones urbaines, hein, il y a des zones urbaines où il y a des magasins qui ont fermé, rideau baissé. Il n'y a même pas une boulangerie dans une ville assez grande. Hein. Donc, c'est des zones assez proches. Ça s'est reporté en périphérie. Voilà, c'est ça, exactement. On a éloigné petit à petit. Et donc, effectivement, il y a des populations âgées, peu de transport. On sait bien que dans certaines zones en France, de l'Hexagone, les transports en commun, c'est pas ça. Si on n'a pas de voiture, c'est compliqué. Donc, une personne âgée qui conduit plus, il n'y a pas de transport en commun à sa porte, c'est très compliqué. Elle dépend, finalement, elle devient dépendante de quelqu'un pour faire ses courses. Et donc, soit on concentre tout, c'est-à-dire qu'on fait effectivement les courses pour le mois, autant vous dire que les produits frais, au bout de 3 jours, c'est fini, hein. Autre solution, on va éclater, si on n'est pas trop une personne âgée, on va éclater ses courses et en disant, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, un coup je vais aller à tel endroit parce que je sais qu'il y a des promotions et je vais aller me fader, si vous me passez l'expression, tant de transports en commun parce que c'est pas cher et je vais là. Et puis pour la viande, je sais que c'est pas cher en tel endroit, donc je vais là. Enfin bref. Oui, s'il y a des transports en commun. Maintenant, s'il n'y a pas de transport en commun et qu'on n'a pas de voiture ou qu'on a une voiture, mais avec le prix de l'essence à plus de 2 €. Exactement. Ça devient mais très très compliqué. Ouais. Alors aux États-Unis, la notion de désert alimentaire a débouché sur un certain nombre de mesures économiques et politiques, notamment sous l'administration Obama. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a pris conscience du
du problème. De quoi peut-on s'inspirer en France, de ce qui a été mis en œuvre là-bas et qui marche? Alors, c'est qui marche, on ne sait pas encore, honnêtement, parce que oui, on n'a pas vaincu l'obésité aux États-Unis encore. Non, il voulait 2017, et Michelle Obama avait dit objectif 2017, on éradique tout ça. Bon, on n'y est pas encore. Alors, on s'est quand même inspiré. En fait, il faut jouer sur plusieurs leviers. Ok, il y a l'aspect géographique, mais en France, on voit bien que c'est pas le premier problème. On peut avoir un commerce à 3 km et ne pas y aller, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce qu'il n'y a pas de parking, parce que la zone est considérée comme étant malfamée, et donc je ne vais pas y aller. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs choses. On va, dans les collectivités locales, vont essayer de préempter des terrains. Aussi des bâtiments pour rapprocher finalement soit les agriculteurs, soit les transporteurs, enfin tous ceux qui sont en fait des acteurs de la chaîne alimentaire, qu'on rapproche ces acteurs du consommateur final. C'est-à-dire, des agriculteurs vont se mettre plus près de certaines zones urbaines ou de certaines zones urbaines, par exemple. On va installer des laiteries, par exemple, dans des villes. Voilà. Donc ça, c'est Mais il faut qu'il y ait la chaîne. Vous me parliez avant l'émission de cet exemple des pommes en Normandie. On va en Normandie où c'est vraiment la terre de la pomme, et on trouve pas les pommes du coin dans le magasin. Des pommes industrielles. Voilà. Donc c'est ça. Non, mais c'est pour ça que là, il faut. Et on peut habiter à côté littéralement d'un champ sans pouvoir trouver les produits récoltés dans son assiette. Oui, parce on est sur une industrialisation. Donc là, l'idée, c'est de casser un petit peu cette chaîne pour faire du circuit court. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Il y a plein d'autres. Donc ça, c'est un levier. C'est évidemment agir sur les prix aussi. Donc il y a éventuellement le chèque alimentaire, on en a parlé, il n'est pas encore, ça a été promis par Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'il faudra le réserver aux produits bio, aux produits frais? Le chèque alimentaire, c'est tel qu'il est vendu, entre guillemets, c'est l'idée. C'est pour manger sain. C'est pour manger sain. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ce panier-là, à qui on va le donner, bref. Donc du coup, il n'est toujours pas sorti. Il y a d'autres solutions, c'est essayer d'ouvrir des marchés de plein air dans des zones où il y en a pas. Voilà, il faut agir sur énormément de leviers, mais c'est aussi faire un peu d'éducation. Alors ça paraît un peu peut-être pas très sympathique à dire, mais oui, c'est de dire oui, le bio, vous pouvez y aller, c'est pas réservé aux bobos, parce que parfois il y a des boutiques bio qui s'ouvrent dans certaines zones. Les gens n'y vont pas, ils disent non, ça c'est pas pour moi de toute façon. Alors on a tous été sollicités à un moment ou à un autre pour les collectes des banques alimentaires en allant faire ses courses, et toujours on nous demande de ne pas donner de produits frais. C'est un problème. Mais oui, c'est un problème. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des associations comme l'association VRAC qui luttent un peu contre ce modèle de l'aide alimentaire, parce que d'une part, c'est pas du frais et c'est pas tellement du choix. Ce qu'ils veulent, c'est que ces populations-là qui ont des difficultés à accéder à ces produits-là, elles aient le choix, comme vous et moi, de consommer des produits frais, ce qu'elles veulent, et pas un panier qu'on va leur donner et terminer. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de casser un petit peu ce modèle-là. Et en tout cas trouver un modèle intermédiaire. Et ces initiatives-là, comme VRAC dont vous parlez, ça marche? Oui, ça marche petit à petit, mais c'est très long, si vous voulez. Parce qu'il faut lutter, je vous dis, contre des idées reçues, sur le bio par exemple, voilà. Donc oui, ça marche. On voit quand même, il y a des études scientifiques dans Nature, une revue très sérieuse, qui a montré que quand même, quand on rajoute des épiceries, des magasins où il y a des produits frais, et qu'on enlève un peu de tout ce qui est fast-food et tout ça, on lutte malgré tout. Les gens consomment plus de fruits et légumes, et donc on peut faire l'hypothèse, parce que là on n'en est pas encore à cette conclusion-là, qu'on va lutter contre le surpoids et l'obésité. Mais on voit quand même que, voilà, en ayant un environnement, un foodscape, comme l'appellent les Américains. Un foodscape. Oui, c'est-à-dire l'environnement alimentaire. Si on est dans un bon bain, dans un bon foodscape, on consomme un peu plus. Si vous êtes exposé à des bons produits, a priori vous allez les acheter, vous allez en consommer un peu plus, et donc vous allez manger mieux, et donc vous allez vous porter un petit peu mieux quand même, globalement. Alors une différence avec les États-Unis, c'est qu'en France on a beaucoup plus la culture des marchés de proximité, mais là encore pas partout. Est-ce que les collectivités ne devraient pas participer au financement de ce qui existait autrefois et qu'on voit beaucoup moins? C'est les tournées dans les villages, le camion du boucher, la camionnette du primeur qui passe une
fois par semaine. On connaissait ça autrefois. Bien sûr, vous avez raison. Moi, j'ai connu aussi. Je me rappelle très bien. Je pense qu'effectivement, c'est un des leviers, parce que tout le monde ne va pas aller au marché. C'est aussi culturel d'aller au marché. Moi, personnellement, je suis jamais allée au marché avec mes parents, donc c'est pas un truc que je vais faire spontanément. Alors que le camion, oui. Donc il faut aller au devant. C'est vrai qu'il faut aller. Le principe, c'est d'aller le plus possible au devant, voilà, vers ces populations-là. Donc c'est une des solutions. Et les collectivités locales, vraiment, commencent à avoir vraiment conscience du problème et à se bouger là-dessus. Donc elles sont partie prenante sur ce type d'initiative, oui, tout à fait. Merci beaucoup Cécile Coumeau. Votre enquête sur les déserts alimentaires s'est à retrouver dans le hors-série Manger sain, bon et pas cher de 60 millions de consommateurs. Bonne journée à vous. Merci. On se retrouve dans un instant avec nos débatteurs. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.